C'est pas facile, tu te dis putain, puis bon, on a remis, on a repoussé, il y avait, mais il y a un gars qui devait passer aussi, puis du coup c'est compliqué parce que vous n'avez pas les moyens que d'autres ont et tout ça. Et sincèrement aujourd'hui ça va là, comme ça. Ouais. C'est d'arriver à faire passer des messages pour que tout le monde puisse les écouter, mais tout le monde aujourd'hui, tant qu'on n'a pas accès aux médias nationaux, on peut toujours se taper le cul sur le banc. Bonjour Thierry. Bonjour. Ravi de te rencontrer. Tu as lancé, donc il y a quelques années déjà, alors il y a au moins un an. Le parti de rien, non, ça date d'il y a... Ouais, ça fait presque un an. Ça fait presque un an, c'est vrai. Tu as lancé le parti de rien. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivé là, qu'est-ce qui t'a poussé à créer un parti? Parce que tu es comme nous, tu es un simple citoyen, tu n'es pas un professionnel de la politique. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans? Et puis surtout, qu'est-ce qui fait que le parti de rien peut être vraiment un élément déclencheur sur l'avenir, quoi. Ça peut, après, plein de choses peuvent en découler. Alors comment il est né, c'est assez facile en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé comme ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'il y a la vie politique actuelle, notre société est en pleine dérive et que on regarde tout ça d'un œil spectateur, puis au bout d'un moment, on dit tiens, il faudrait qu'on soit acteur de la situation parce que ça ne peut plus durer. Alors il y a des gens qui sont plus ou moins affectés par cette situation. Quand tu perds ton travail, c'est pas mon cas, pas encore. Quand tu perds ton entreprise, c'est pas encore mon cas non plus. Mais tu es confronté à tout ça et là, à ce moment-là, tu te dis, tiens, il faut peut-être d'une part, moi je me suis réveillé, puis il faut peut-être réveiller les autres aussi, parce que les autres, je dis, merde, ils sont endormis. Alors ce qui est très bizarre, c'est que quand on rencontre des gens, je suis plutôt quelqu'un qui va vers le monde, donc ça, je suis pas fermé. Je discute et tout le monde a le même discours. C'est très bizarre parce que tout le monde dit la même chose. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de monde qui se bouge pour que ça change. Donc c'est là que tu te dis, tiens, peut-être que tu as un rôle à jouer là-dedans en disant, il faut peut-être faire quelque chose. Est-ce qu'il faut ou pas être un leader? Effectivement, de toute façon, il en faut. Il faudra qu'il y ait des gens qui se bougent pour montrer une direction. Alors c'est vrai que moi ça fait, par exemple, les premiers combats, c'est de sortir de la sécurité sociale, enfin de la MSA, puisqu'il y a quand même eu un fan de monopole et ça, c'est encore un mensonge d'État. Hein, ça continue à perdurer, cette chose-là. Ça fait 4 ans et là maintenant je suis complètement en guerre avec les tribunaux, avec la MSA, enfin c'est très compliqué. Donc j'ai commencé ça il y a 4 ans et puis de fil en aiguille, il y a eu aussi après les problèmes de TVA sur les centres équestres. Donc pour ce qui est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur le MSA parce que ça permettra de découvrir aussi ce que c'est en détail. La MSA, c'est aux paysans ce qu'est le RSI pour les indépendants. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la sécurité sociale, on a essayé de noyer le poisson en disant tiens, on a des mutuelles, des trucs, on va dire les paysans ils vont aller là, les routiers ils vont aller là, l'hôtellerie ils vont aller là. On a noyé le poisson à gauche, à droite dans différentes mutuelles ou assurances et on a dit de toute façon elles dépendent toutes de la sécurité sociale et c'est obligatoire. Alors, ça l'était jusqu'à une certaine date, à partir du moment où il y a eu la libre concurrence des banques et des assurances, et la France n'a pas voulu l'appliquer tout de suite. Et ça a mis un certain temps. Je n'aurai pas toutes les dates en tête puisque le dossier est quand même assez lourd, mais la France a quand même été condamnée pour manquement sur manquement parce que pour non-application de ce décret européen. Et la loi européenne prime sur la loi française. Et là, vous avez tous les juristes aujourd'hui qui vous disent que non, c'est pas vrai, etc., etc. Ils vous sortent des jugements pousse-épistres qui datent de 20 ans, alors que de toute façon, il y a des choses qui sont plus récentes. Enfin bref, on emmerde tout le monde. On est en train de couler des entreprises. Il y a quand même eu 33 000 entreprises coulées, en dépôt de bilan. En 2013, il y en a eu 64 000 en 2014 et j'en discutais encore récemment avec ma comptable, il y a de moins en moins de repreneurs. C'est-à-dire qu'avant il y avait encore des repreneurs, une entreprise basculette avec quelqu'un qui arrivait pour le franc symbolique, mais il reprenait l'entreprise, ça repartait et là il n'y a plus personne. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus naviguer sans avoir de vue sur l'avenir.
D'accord. Donc c'est à travers en fait ton combat par rapport à la sécurité sociale et plus précisément au MSA. C'est l'élément déclencheur de ta mobilisation personnelle? Non, l'élément déclencheur a été quand même la TVA sur les centres équestres. Parce que pour la petite histoire, j'ai déjà été en redressement, j'ai déjà eu des contrôles fiscaux et des redressements fiscaux qui m'ont mis en redressement judiciaire, et j'ai fait partie des moins de 5% des entreprises qui étaient en redressement qui ont réussi à s'en sortir. Et pendant 10 ans, j'ai payé. J'ai payé de l'argent que je n'avais pas volé, simplement on n'était pas d'accord sur le taux de TVA de l'époque. À l'époque, on avait le droit de mettre une partie à 5,5, une partie à 10,6, etc., etc. Le fisc est arrivé, de toute façon, il a dit c'est comme ça, c'est pas vous qui décidez, c'est moi qui décide. Pan, tout à 19,6. Et vous vous faites redresser, et j'ai dû payer 200 000 €. Ce qui est une grosse somme pour moi quand on a des emprunts, etc., sur 10 ans. Donc il a fallu que je tienne contre vents et marées. Et quand j'ai fini de payer, c'est pas vieux, c'était en 2012, eh bien la TVA, ils sont revenus à la charge, et puis maintenant, soi-disant que c'est une décision européenne, sauf que c'est une décision qui a été prise par décret à l'Assemblée nationale par le gouvernement, et ça n'a même pas été voté par les députés. C'était 13 un jeudi matin à 5 h du matin dans l'hémicycle, et ils ont décrété que la TVA passerait à 20%. Simplement parce que des textes européens disaient que, sauf que les textes européens, ils disent que c'était sur les chevaux de course, et puis ils ont fait un amalgame entre les centres équestres et les chevaux de course, et ils ont dit que ça allait rapporter 90 millions d'euros, et que sur les 90 millions d'euros, il y aurait 7%, je ne sais plus combien, qui iront dans les caisses de la sécurité sociale, encore une fois. Donc il y avait la corrélation, encore une fois, entre la TVA et la sécurité sociale. Enfin, de toute façon, c'est la même marmite, hein. C'est les caisses de l'État. Sauf que c'est une arnaque supplémentaire. Ils ont arranger le texte européen à leur manière, et pour que ça puisse remplir les caisses de l'État. Sauf que ce n'était pas du tout le cas. D'ailleurs, il me semble bien que l'Allemagne a déposé un amendement pour aller contre cette décision européenne. D'accord. Et alors, toi, du coup, parce que moi j'ai vu plusieurs articles sur Internet circuler, tu es monté sur Paris avec ton camion, tu as fait plusieurs... j'ai fait plusieurs choses. Voilà, tu as fait plusieurs manifestations. Tu as déchargé du... c'est-à-dire que c'est une matière première que j'ai en quantité. En abondance. Ouais, voilà, c'est ça. Les paysagistes de Paris ont été heureux de pouvoir alors j'ai commencé à mettre un godet de fumier, parce que j'ai un engin pour charger le fumier. J'ai mis un godet de fumier devant la perception, la sous-préfecture du chef-lieu de mon coin, Gex. Et là, c'était clairement revendiqué pour la TVA à 20%. Après, on a fait une manifestation, on a bloqué une autoroute, on était plusieurs dirigeants de centre équestre, on a quand même bloqué une autoroute toute une matinée entre Genève et Annemasse, ce qui a foutu un beau bordel quand même. Donc ça s'est bien fait remarquer, on a eu la presse, on a eu tout ça, et c'est bien, tiens. Et à ce moment-là, ils sont revenus un petit peu en arrière au niveau de la TVA. Ils ont dit, il va falloir trouver des arrangements parce que ça brasse un petit peu trop au niveau des centres équestres, parce que finalement, oui, c'est vrai, mais c'est du sport et patati patata. Enfin bref, ils ont essayé de... Il y a trop de monde, on va se mettre trop de monde à dos, ça va pas du tout. Et puis c'est très certainement, se dit en passant, il doit y avoir quelques politiciens qui montent à cheval, et ça les a arrangés de dire qu'ils vont payer moins cher. Enfin bref. Après, j'ai redéposé un camion de fumier, et là j'ai vidé le camion complet devant la perception à Bourg-en-Bresse. Et là, c'était pour la TVA, et là c'était clairement marqué sur mon camion, Hollande et toute la classe politique dehors. Place à la 6ème République. C'est peut-être un peu pompeux de dire à la 6ème République. Le problème, c'est que il faut faire les choses court. Il faut modifier la Constitution, point barre. Je veux dire, aujourd'hui, la Constitution, elle est bafouée, et puis elle est arrangée un petit peu comme on veut par des crapules qui sont aux commandes du pays. Voilà. Donc le mot, c'était ça. Le mot d'ordre, c'était ça. Et après, alors ça, je ne me rappelle plus quelle date c'était, mais très vite, je crois que c'était au mois de décembre ou un truc comme, je sais plus. Enfin, et puis après, j'ai mûrement réfléchi, j'ai tourné ça dans ma tête, j'ai dit il faut faire un gros coup parce que ça c'est comme si on crachait en l'air, je veux dire, c'est des petits trucs et ça marque pas. Et j'ai décidé dans le seul coup d'aller vider un camion devant l'Assemblée. Alors j'ai préparé les banderoles sur le camion, etc. Et là, ça a été un bel impact, c'est vrai, quoi. Un bel impact, mais qui a été, je trouve, malheureusement éphémère.
Parce que effectivement, on en discutait tout à l'heure, on en reparlera, c'est que les gens, moi je pensais qu'ils allaient se réveiller d'un coup et dire tiens, il se passe quelque chose, il faut y aller, quoi. Ils se sont réveillés, ouais, c'est vrai, il y a eu 22 000 likes sur les réseaux sociaux, ce qui est beaucoup en une journée, hein, je veux dire, mais ça reste sur les réseaux sociaux, je veux dire, les gens... C'est le problème de l'instantanéité, c'est-à-dire que les gens ne vont pas forcément aller creuser sur les raisons qui t'ont conduit à aller décharger ton camion devant l'Assemblée nationale. Ouais. Et c'est là, peut-être, qu'il aurait fallu faire une communication, c'est-à-dire tourner une vidéo qui était déjà en capacité d'expliquer en détail les raisons qui t'ont motivé à faire ça. C'est vrai, c'était préparé, mais pas assez préparé, on va dire. Mais c'est bien parce que tout le monde s'en rappelle. Hein, oui, ça m'a permis, le camion est connu, ça m'a permis de me faire connaître. Donc aujourd'hui, si je peux parler, je peux être écouté. Voilà, c'est ça. Et je veux dire, à travers moi, parce que moi, ce que je dis, d'une manière générale, c'est ce que j'écoute autour de moi. Moi, j'invente rien. Tout ce que je vais dire ici, ou ce que j'ai déjà dit sur la TVA, sur la MSA ou autre, ou sur ce dont on va parler tout à l'heure, je veux dire, c'est simplement des choses que j'arrive à glaner autour de moi. C'est pas ma parole à moi seul. Ça, c'est très important, parce que sinon, j'ai rien à faire là. Je suis pas un politicien, je veux dire, on fait de la politique à partir du moment où on s'implique. Je trouve qu'on est tous des politiciens à partir du moment où on s'implique quelque part, on est politicien, c'est vrai. Sauf que moi, je suis politicien bénévole. C'est pas comme les autres. Ça fait une grande différence, pardon. Ce qu'on devrait tous être finalement, puisque faire de la politique, c'est une saine démarche qui consiste à se soucier de l'avenir de la société dans laquelle on vit, en fait, en termes généraux. Et puis même d'agir pour la faire changer, dans la bonne direction, bien évidemment, et dans le sens de l'intérêt général. Ouais, exactement. Alors justement, puis en parlant de ça, on peut en venir directement au parti de rien, parce que c'est venu donc après cette histoire de fumier. J'ai dit il faut qu'il y ait une suite. D'abord j'ai mis un certain temps parce que je suis remonté à Paris une fois, puis je me suis fait un peu avoir. On m'a collé un franc-maçon avec moi. Je suis pas franc-maçon, donc ça a été un problème. Ça a été un problème. Xavier Kemelin. Xavier Kemelin. Alors on me l'a collé, c'est-à-dire que les choses sont très. Alors je sais pas. Comment ça s'est passé, parce que c'est intéressant parce que voilà, je veux dire, c'est des évolutions. Je veux dire, voilà, quand on mène un combat, je pense qu'il y a des batailles qu'on gagne et des batailles qu'on perd. Le tout, c'est de s'efforcer de gagner la guerre. Oui. Hein, j'ai gagné un combat quand je suis monté à Paris, que j'ai réussi à vider mon fumier devant l'Assemblée. Tout le monde m'a dit mais c'est pas possible, comme t'as fait, t'as été aidé. Il y en a qui m'ont dit ouais c'est normal, si tu y es arrivé, c'est parce que de toute façon t'es franc-maçon, etc., etc. Je veux dire, je pense qu'il faut réfléchir un tout petit peu, quoi. Bref. Suite à mon dépôt de fumier à l'Assemblée nationale, j'ai été contacté par les organisateurs de Jours de colère. C'est assez simple comme truc. J'ai dit bon c'est bien, j'ai dit la mayonnaise prend, ça monte, il va peut-être faire quelque chose. Ok, je ne saurais même plus comment ils s'appelaient. De toute façon ils avaient des petits surnoms, etc. C'est des surnoms de guerre. Enfin bref, moi j'ai gardé mon nom depuis le début parce que je pense qu'on n'a rien à cacher. Au contraire, il faut voilà, on doit montrer patte blanche. Donc j'ai accepté d'aller je trouvais que c'était bien allé. On est allé avec des copains, on a fait un quart complet, on est allé à Jour de colère. On m'a demandé de parler devant, je sais plus combien, il y avait 80 000, 120 000 personnes, je sais pas très bien combien il y a eu. C'était un exercice pas très simple parce que j'avais jamais fait ça. Ils avaient préparé un discours, chose qui a commencé à me déplaire, si vous voulez, parce que quand on a des choses à dire, on n'a pas envie qu'on vous les écrive. Si moi j'ai envie de dire des choses, c'est que j'ai entendu des choses et je vais répéter des choses qu'on m'a dites, mais je veux pas qu'on m'impose un texte. Alors effectivement, lui il devait lire ça, lui devait lire ça, on était 6 ou 7 à intervenir. Bon, dont le Xavier Kemelin, que j'ai rencontré à cette occasion-là. Et comme il habite sur Suisse, à Genève, qu'il n'est pas très loin de chez moi, je lui ai dit tiens, il faudrait peut-être bien qu'on se contacte quand même si on peut continuer à bouger, quoi, en fait. Lui, il a forcément sauté sur l'occasion aussi, parce que lui, il est parti, il a porté plainte contre les agissements d'Hollande avec toutes ces femmes, enfin, etc., etc. Ce qui n'est pas très clair en soi, je suis d'accord, c'est la plainte, je pense qu'elle est recevable, c'est clair, mais bon,
C'est peut-être un combat secondaire. Voilà, exactement. Moi, je trouvais que c'était un combat secondaire, mais je dis, bah tiens, ça peut quand même être un allié quand même, il y a quand même quelque chose. J'ai dit, ok, d'accord. Alors, on est monté à Paris la deuxième fois ensemble. Et quand il est monté dans le camion, il a posé ses affaires, et puis après, j'ai vu que quand il est descendu du camion pour devant les caméras, maintenant j'en ris, hein, mais je ris un peu jaune quand même ce jour-là. Il est descendu avec son tablier de franc-maçonnerie. Alors bon, je me suis trouvé piégé. Donc quand on est piégé et que j'étais là, j'avais pas d'un seul coup sortir, tourner la tête, remonter dans mon camion. Non, je peux rien dire parce que je suis qu'un franc-maçon. D'abord, je connais pas suffisamment la franc-maçonnerie pour dire si c'est bien, pas bien, etc. Il y a certainement des francs-maçons qui sont bien, puis il y en a un tas de pourris aussi, comme il y en a ailleurs qui sont ni francs-maçons ni quoi que ce soit, et qui sont pourris aussi. Donc j'en sais rien, j'ai pas à formuler là-dessus, mais bon, c'est bien. Tu n'es pas penché sur la question. Non. D'abord, c'était pas la question du jour déjà, et puis voilà, j'étais là-bas pour faire une action, c'était différent, et puis voilà, faut passer à autre chose. Maintenant, c'est vrai que ça m'a gonflé et que le Xavier Kemelin, je l'ai laissé sur le bord de la route après à Paris. Et il est redescendu en train, moi avec mon camion. Ça a coupé court à toute la stratégie une fois là-bas. Donc là, c'est vrai que j'ai mis un certain temps à me remettre de cette histoire, à réfléchir, à retourner les choses, dire tiens, alors on m'a reproché beaucoup de choses parce que d'abord, j'ai pas communiqué tout de suite sur Facebook, mais Facebook, c'est aussi un dégueuloir quand même, quelque part. C'est bien, on arrive à contacter des gens, et puis d'un autre côté, il y a plein de gens qui bavent sur vous, qui disent ouais, faut y aller, et puis on les voit jamais ceux-là. C'est ce qu'on appelle la propagande noire. Hein. Ouais, c'est un principe très utilisé qui consiste à semer la pagaille en espérant que la solidarité se fracture. C'est pas comme ça que ça peut marcher. Je veux dire, ça peut. Ça peut marcher pour des gens qui n'ont pas suffisamment d'implication dans un combat comme le tien. Quelqu'un qui est motivé, de toute façon, ça ne l'arrêtera pas. Mais quelqu'un qui est tout juste motivé, ça peut le décourager. Ouais. Lui qui a besoin d'avoir le sentiment de rassemblement, cette espèce de sentiment humain qu'on retrouve quand il y a une grande manifestation avec des gens avec qui on partage des choses en commun, on se sent comme une unité. C'est un petit peu le phénomène qu'on a dans les stades de football, par exemple. Les gens se sentent alors qu'ils sont plusieurs. Voilà. La différence, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est que d'un seul coup, il y en a un qui écrit une phrase piquante, et celle-là, tac, elle va rester, et les gens sont tiens, ils prennent ça pour argent comptant. C'est un peu trop facile, je trouve. Puis on est derrière son clavier, on se cache, c'est pas bien, quoi. Alors ils ont des surnoms, des machins, des trucs, ils ont des noms de guerre comme s'ils avaient arraché des montagnes, puis en fait ils sont rien. Je veux pas critiquer parce qu'il y a des tas de gens là-dedans qui ont envie de quelque chose. Hein. Puis effectivement, moi, ça m'a permis de vous rencontrer, de rencontrer un tas de gens qu'on rencontre autrement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut justement, ce qui manque à tout ça, on va revenir au parti de rien après, c'est les connexions. En fait, moi, j'ai l'impression que la population, c'est comme un grand cercle en fait. Et puis il y a le gouvernement qui est au milieu, mais on a perdu les connexions parce qu'il y a un décalage entre le gouvernement et puis la population. Et puis on a perdu les connexions de la population, c'est-à-dire qu'on n'a pas de moyens de communication, de connexion. Je veux dire, les gens se voient plus. Enfin, c'est quand même assez dingue. On est à l'ère de la communication. Les gens, ils sont capables de s'insulter sur le net, sur les réseaux, par téléphone, par texto, et ils sont pas capables de se dire je t'aime ou de dire bonjour dans la rue ou quoi que ce soit. Ça devient infernal. Alors, évidemment, on va pas. Il faudrait, mais il faut arriver à remettre en place cette société, parce que la société, pour moi, elle est en totale dérive. Alors, il y a certainement des raisons. Ça a des raisons peut-être avec la bouffe, peut-être avec un tas de choses. On nous pollue avec, je sais pas. Honnêtement, je me pose des questions. Le fluor dans la nourriture, l'eau. Je sais pas. Il y a des tas de choses. Si vous voulez, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des tas de questions où il faudra des réponses. Moi, j'apporte pas de réponse. J'aimerais avoir des réponses. J'aimerais avoir la vérité sur un tas de choses. Parce que sur les réseaux, on voit les chemtrails, on voit le fluor, Monsanto, le gluten, le ci, le là. Il faut des réponses. Il faut que les gens soient informés. Il y a des mensonges. Les mensonges d'État sont là, de toute façon. Et pourquoi ils sont là? Parce qu'il y a les lobbying. Les lobbying d'État, les lobbying mondiaux, je veux dire, etc. On est dans la mondialisation. Celui qui dit que je veux me refermer sur la France, sur la Bretagne, sur un machin comme ça, il a tout faux. Je veux dire, aujourd'hui, on est ouvert. De toute façon, on est ouvert. Alors, évidemment, comment on va faire? Je veux dire, c'est pas simple. Alors, ma petite idée, quand j'en parle autour de moi, les gens pensent qu'on a raison, je veux dire, effectivement. Alors, justement, pour en revenir au parti de rien, le parti de rien, c'est né comme ça. C'est tiens, il faut faire quelque chose, puis il faut faire quelque chose de... L'idée, c'était d'aller combattre ceux qui sont dans le système avec les moyens qu'ils utilisent.
C'est-à-dire que, moi j'ai regardé alors la manif à laquelle j'ai assisté jour de colère, c'était fabuleux, il y avait du monde. On a battu le pavé, tout le monde gueulait, c'était sage, c'était bien, c'était hyper cadré, des CRS, des gendarmes partout. C'est-à-dire que si on veut les pisser à gauche, c'est pas possible, à droite, c'est pas possible, il fallait pisser là-bas et pas ailleurs. D'accord? Je veux dire, c'est quoi ça? Ça rime à rien. Ça rime à rien, je veux dire. Déjà pour, quand vous avez une revendication, il faut demander l'autorisation pour aller manifester. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire l'autorisation, je veux dire, putain, merde, je vais faire péter le poing sur la table et je vous demande l'autorisation avant. J'ai pas le droit de dire, j'ai même pas le droit de m'énerver. Non, est-ce que j'ai le droit de ne pas être d'accord, en fait? Non, vous n'avez pas le droit. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est autre chose de prévu. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je veux dire, c'est quand il y a de la contradiction, je veux dire, il faut aller le faire quand on en a besoin, quand on en a envie. Et là, jour de colère, bon, effectivement, on y est allé. Et puis le soir, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont renlevé le banderole, on a pris le bus, on était mouillés comme des rats qui sortaient de l'égout. Hein, on a pris le bus, on s'est retapé le bus. Tout ça aux frais de chacun, parce qu'évidemment, ça coûte de l'argent aussi, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et à la sortie, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Rien. Ah si, ils ont dit qu'il y avait des débordements, que ceci, qu'il y avait des gens du Front National, que ceci, que cela, etc. J'ai vu, j'étais là-bas. Ça a été provoqué par la police qui était sur place, en civil, ils ont caillassé les CRS de l'autre côté, et du coup les CRS ont chargé les manifestants qui restaient. Ils les avaient pris dans une enclave. Nous, on a voulu sortir, c'était fini. La manifestation était terminée, on a voulu sortir par une entrée, on nous a interdit de sortir par cette entrée. Non, tout était filtré pour coincer les gens, pour qu'il y ait une émeute sur la fin, pour qu'il y ait quelque chose, pour qu'ils aient dit « Ah, il y a eu des débordements, c'est le bordel et machin », et hop, un coup de vis. Avant, je voyais ça comme tout le monde. Je regarde plus, ça fait 4 ans que je regarde plus d'informations parce que c'est un tissu de mensonges. Mais je dis, tiens, je l'ai vécu. Et quand on le vit, et après, je les ai vus passer, les fourgons de CRS, ça y allait. Hein. Voilà aujourd'hui la propagande, le mensonge, etc., etc. Alors, le parti de rien, je dis, tiens, il faut faire quelque chose qui soit structuré et qui soit légal. Alors effectivement, un parti, j'ai été voir, comme tout le monde, hein, je vais sur internet, je regarde, un parti politique, eh bien, c'est une loi de 1901, à but non lucratif. C'est ça qui est très drôle, parce que les partis politiques, ils sont pleins de pognon. Ils sont bourrés de pognon, ils touchent des subventions d'État, enfin, etc., etc. Et c'est que de la fraude, en fait. Mais bon, alors, et là où ça devient intéressant après, je pense, parce que pour les gens qui ne savent pas, c'est que justement il faut aller sur le site du Parti de rien et lire, parce que ce qui est très important, c'est de voir que ça n'a rien à voir avec un parti politique classique. Les partis politiques classiques déjà touchent des subventions. Il faut savoir que chaque individu en France qui paye des impôts, mais on paye tous des impôts, parce que même si vous ne payez pas d'impôts sur le revenu, vous en payez dès lors que vous achetez tel ou tel objet, vous avez 1% de taxe dessus, c'est de l'impôt. Donc tout le monde paye de l'impôt. Personne ne paye pas d'impôt en France. C'est faux de dire que les gens ne payent pas d'impôt. Tout le monde paye de l'impôt. Même un SDF, il paye de l'impôt. Dès qu'il va acheter un paquet de clopes ou tout ça, il paye de l'impôt. D'accord ? Eh bien, il faut savoir que chaque citoyen verse des subventions dans les partis dans lesquels il n'a jamais adhéré. Si vous êtes apolitique, si vous êtes au PS, si vous êtes à l'UMP, si vous êtes au Front National, si vous êtes ailleurs, ben vous versez pour l'UMP, pour le PS, pour le Front National, etc., etc. Alors que ça devrait être, on ne devrait pas financer les partis politiques avec l'argent du contribuable. Surtout que ça déséquilibre en fait. De même que les syndicats. Oui, mais ça déséquilibre en fait le sûr. rapport entre les différents groupes de pensée. Bien sûr. Parce que ça privilégie en fait ceux qui reçoivent de l'argent pour maintenir leurs activités en route, contrairement à ceux qui sont obligés de prendre sur leurs propres économies pour ce même type d'activité. Exactement. En contribuant en plus à maintenir des activités de partis politiques qui lui sont opposés sur le plan... Et puis il y a un rapport de force qui est complètement à côté de la plaque, quoi. Complètement. Donc au parti de rien... donc moi je suis allé sur ton site, j'ai vu qu'est-ce que tu proposais. Donc pour faire très brièvement, c'est un petit peu un renouveau en termes de démocratie. C'est pas du tout ce qu'on a actuellement avec on élit quelqu'un pendant 5 ans et puis s'il fait des conneries machin, et ben on a voté et puis basta, il faudra attendre les prochaines élections. Non, là c'est absolument différent. Justement, c'est là que moi je suis étonné, c'est que les gens ne soient pas plus curieux que ça en fait, parce qu'ils disent bah tiens, un nouveau parti. Ah bon, c'est vrai que de toute façon il y a un moyen
diffusion qui est compliqué parce qu'on n'arrive pas à passer. Alors quand tu dis mon site, parce qu'on va dire le jeu, le machin, c'est vrai que j'ai mis ça en place, mais le jeu me gêne, mais c'est vrai que je l'ai fait, mais je l'ai pas fait pour moi. Voilà. Je veux dire, c'est ça qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que les gens souvent se disent ouais mais voilà, Borne il veut devenir président, un truc comme ça. La grande différence justement, c'est que même par rapport à des partis comme Debout la France, avec comment il s'appelle Dupont-Aignan là, ou François Asselineau, l'UPR qui est totalement contre l'Europe, etc., etc. Je veux dire, c'est des mecs qui sont présidentiables. Même Kemlin est un mec présidentiable. Il est soi-disant, il voudrait être candidat. Peu importe. Le problème justement avec ça, c'est que le parti de rien, il est proposé. Il y a une charte dans le parti de rien, avec des modifications de la Constitution, pour que justement, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de présidentielle en France, c'est pas des présidentielles démocratiques, c'est une monarchie déguisée. D'abord, il faut savoir que le statut du président de la République en France, c'est toujours le statut du roi. C'est resté comme ça, c'est dans la Constitution. Il a les mêmes privilèges qu'un roi. Et c'est resté comme ça. Ça, je ne l'invente pas, il suffit d'aller le vérifier. Par contre, ce que je veux dire, c'est que le Parti de rien propose dans la modification de la Constitution qu'il n'y ait plus de présidentielle au suffrage universel direct. J'ai la chance de pouvoir habiter à la frontière suisse et les Suisses, alors c'est peut-être pas le top du top, mais je pense que c'est une des meilleures démocraties qui existent au monde. Ils ont un président, c'est un président qui a été élu, Conseil fédéral, il est président du Conseil fédéral, il a été élu par les députés, il a été élu par les parlementaires pour une année ou deux, je ne sais plus très bien, enfin peu importe, que ce soit une année ou deux, c'est rien, et le président décide rien. Il est là pour rendre compte, il va dans les pays extérieur, dire bonjour, serrer des mains, revenir, c'est comme ça, c'est un porte-parole, basta, terminé. Et vous voyez même le président du Conseil suisse sur le quai de la gare, à Berne, en train de prendre son train, d'attendre son train, et sur son portable, en train d'envoyer un SMS à sa femme pour dire qu'il rentre. Je ne vous dis pas les frais qu'on a en France avec les présidentielles, ne serait-ce que les élections, l'Élysée, etc., etc. Pour un mec qui est élu, alors il faut bien comprendre comment ça fonctionne, c'est que le gars, il est élu, quand vous savez que ce soit Hollande ou Sarkozy, je m'en fous, hein, je veux dire, pour moi, c'est tous les mêmes. Je les mets tous dans le même panier, c'est tous des crabes, d'accord? C'est tous des crapules pour moi. Ça remonte et ça fait déjà un moment. Hein. Eh ben pour nous trois. Voilà, exactement. Donc, j'ai par là un mec, je prendrai le dernier puisque c'est le dernier, Hollande. Pour arriver au deuxième tour, pour aller au deuxième tour, il est passé à 23%, un truc comme ça, au premier tour, des votants. C'est-à-dire que personne n'en voulait finalement. Et au deuxième tour, il est passé à 52% des votants. Ça veut dire qu'il y a tous ceux qui ne croient plus aux élections déjà. Et ce mec-là, c'est lui qui dit « Et moi, président, moi, président. » Mes couilles, oui, tiens, pardon. Non, ça m'a échappé. Il n'a pas été capable de respecter son programme. Mais je veux dire, mais pourquoi un homme devrait faire un programme? C'est pas à un homme de faire un programme. C'est au peuple de faire le programme. On a renversé toute la vapeur du système. Toute la vapeur du système. La démocratie, c'est quoi? C'est on demande au peuple de voter. Le peuple français ne vote plus. Il vote plus pourquoi? D'abord, quand on lui demande de voter, il vote plus parce qu'il dit bah, ça sert à rien de toute façon, quoi qu'on fasse. Je veux dire, ça sert absolument à rien. L'exemple du référendum sur le... En Suisse, voilà. Ils sont capables de voter pour une vignette autoroute à 40 balles. Ils voulaient la passer à 100 francs. C'est les francs suisses, à 100 francs. Hein, elle est à 40 francs. Le peuple a dit non, c'est trop cher. Pour l'année, les autoroutes. Eh bien, ils l'ont laissé à 40 francs.